peut-être pouvoir parler de l'ère des soulèvements, le dernier ouvrage de Michel Maffezoli. Donc, je ne vous le présente pas parce que je vous en parle beaucoup. Hein. C'est vrai que je ne m'en cache pas. Depuis que j'ai pris la présidence de l'association, j'ai introduit, et j'en assume les conséquences, j'ai introduit beaucoup d'éléments épistémologiques pour essayer un peu de donner une formation de l'analyste qui diffère un petit peu de ce qu'on peut trouver dans d'autres écoles psychanalytiques. Et c'est vrai que j'ai donné une sorte de ce que je peux appeler une sorte de psychanalyse postmoderne. Et bien évidemment, j'ai piqué beaucoup de choses à Michel Maffezoli, qui est le théoricien de la postmodernité. J'ai introduit pas mal d'éléments, des choses dont il parle, certaines écoles qui m'ont influencé aussi, comme l'école de Francfort, donc c'est cette tradition-là. On y trouve aussi des psychanalystes qui ont été un petit peu oubliés en France, je pense notamment à Erich Fromm, à Reich ou encore à Otto Gross. Et c'est ça aussi que j'ai un petit peu remis au goût du jour au sein de l'APE. Vous avez également la question de l'imaginaire, dont je vous parle souvent. On retrouve bien évidemment chez Jung, mais on le voit souvent en groupe clinique, on l'aborde d'une certaine manière. Il y a la question de l'errance, du nomadisme, de Dionysos. Donc tous ces éléments qu'on peut qualifier de postmoderne, je dois effectivement à Michel Maffezoli, donc je dois rendre à César ce qui est à César, et donc je donne tout de suite la parole au professeur. Merci. Vous pouvez fermer un peu la fenêtre, un tout petit peu. Voilà, ça va comme ça. Bien, je te remercie bien sûr de ces quelques mots. Je demande votre indulgence absolument, parce que vous m'avez déjà invité ici même. J'allais dire du bien de Jean-Pierre Maxence, mais il n'est pas là, Jean-Luc, mais il n'est pas là, donc du coup je ne dis pas de bien de lui. Quoi. Mais en effet, je me souviens tout de même de ton livre, Voyage initiatique du corps, philosophie du lien, qui me paraît important, je crois que je l'ai préfacé à l'époque. Je demande votre indulgence parce que je ne sais pas pourquoi vous m'invitez ici, d'abord. Je n'ai aucune compétence pour la psychanalyse et je dois avouer que je n'ai pas beaucoup d'appétence non plus. Donc, tant pis, mais enfin, j'imagine que le programme a été bien chargé, je vois, et que vous m'invitez après, quand on a fait un bon repas, comme ça, on invite un vieil oncle qui vient un peu radoter, et c'est vrai que je redis toujours les mêmes choses à mon âge, donc je vais faire ça, je te prie de m'en excuser. J'ai souvenir tout de même que je ne sais plus combien de fois je fais trop de conférences, mais les fois où je suis venu, il y avait toujours eu un bon débat. Voilà, je me souviens en tout cas de ça. Bon, après avoir accepté, n'est-ce pas, l'invitation, c'est toi qui me l'avais faite, je me suis demandé, j'ai douté du bien fondé de ma venue, sans compter ce que je viens de dire, sur ce thème-là, à bas les masques. Alors pourquoi ? Parce que, alors en effet, c'est le thème central de ce petit pamphlet, c'est un livre, c'est un pamphlet, un truc de vieux encore une fois. Vous savez, les vieux kakoshim, quand ils sont vieux, ils ont des mauvaises humeurs, donc il faut que ça sorte. Et donc c'est un pamphlet où ça sort. Et je traite beaucoup de ce thème à bas les masques. En même temps, c'est une forme de contradiction, je vous le dis de suite, parce que mes premiers livres, La conquête du présent, en 1979, j'écris trop de livres, tu m'as dit tout à l'heure. D'accord. Et un peu plus tard, un autre de mes livres qui s'appelle Au creux des apparences, où je rendais attentif au fait que les apparences étaient un vrai creuset, où justement quelque chose se fondait, quelque chose s'élaborait, j'en parlerai dans un instant. Et mon idée dans ces premiers livres, c'était peut se résumer d'une manière très simple. À certains moments, la profondeur se cache à la surface des choses. Voilà ce qui était ma définition de cette théâtralité. Et je développais le thème de la théâtralité. Theatrum mundi, en quelque sorte. Et puis, c'est plus le cas maintenant. Alors, je vais essayer de me dépatouiller par rapport au fait qu'à la fois, j'ai pu faire et je continue à penser que la théâtralité joue un rôle non négligeable dans le lien social, et en même temps qu'il y a eu une perversion actuelle, contemporaine,
de cette théâtralité. Pour dire bref, de la théâtralité à la théâtralisation. Et que autant la théâtralité a sa légitimité, je dirais, anthropologique, autant la théâtralisation, j'essaierai de le dire, me paraît une attitude, dans le sens simple du terme, on ne peut plus perverse. Dans le sens simple du terme, je dis bien les miens, pervers, ça prend des voies détournées, ça ne va pas droit au but en quelque sorte. Mais alors, voilà, là où j'en suis, fidèle, je dirais, à ma logique, qui est une logique contradictorielle, que j'ai héritée en effet de Gilbert Durand, de Louis Pascaud, mais antérieurement du cardinal de Cuse, de la coincidentia oppositorum. Donc on est dans un moment où il y a justement cette espèce de coïncidentia, où fait que le contraire ne se dépasse pas en synthèse. C'est ça la logique contradictorielle. Et de diverses manières, j'y suis confronté, bien sûr, et je pense que cela correspond, à vrai dire, à ce qui est pour moi le holisme postmoderne. C'est-à-dire, on n'a pas de mot en français pour traduire ce holisme, bon ça va, c'est un mot un peu chic, mais en français on n'a pas de terme. Moi j'utilise ce qu'on appelle une belgitude, l'entièreté de l'être. C'est pas un mot français semble-t-il, puisque les petits Belges quand ils l'utilisent se font taper sur les doigts, enfin se faisaient taper sur les doigts quand on osait taper sur les doigts des gosses. Bon, l'entièreté de l'être, et c'est un peu cela moi qui me paraît être en jeu. C'est la logique, pour dire bref, du tiers donné, non pas ce tiers exclu, mais qu'on est confronté au fait qu'il y a actuellement quelque chose de cet ordre. Alors voilà, les 3 points que je développerai: théâtralité, théâtralisation, et ce qui engendre de mon point de vue la ruse et la duplicité. Voilà les 3 points, puisqu'on reste toujours dans une logique comme ça de 3 points. Alors, en sachant que dans le fond, par rapport justement à ce contradictoriel qui est le mien, veteranovis augere, dans le fond, augmenter le nouveau par l'ancien. Et que c'est à partir de cette ancienneté qu'on peut augmenter ce qui est en jeu actuellement. Augere, et je le rappelle d'ailleurs, c'est ce qui augmente, c'est l'autorité, et c'est l'auteur. Un bon auteur qui fait augmenter vos idées vient de cette idée d'Augere. Donc dans ce cas, il est toujours important d'avoir cela à l'esprit. Alors, on a une idée dans sa vie, c'est Heidegger qui disait ça, ou Hannah Arendt, cette grande dame de la pensée. Et c'est autour de cette idée finalement que l'on tourne, et moi depuis une 40aine d'années, tous mes livres procèdent d'une manière comme cela, un peu polyorcétique. On avance, on recule, on érode la falaise, on revient, etc. Donc, mais autour d'une seule idée. Moi, ma seule idée, c'est la transmutation épocale. Dans le sens simple du terme, époque. J'ai encore vérifié dans mon bailli ce matin que je ne me trompais pas dans le mot époque. Suspens. Je dis d'une manière triviale, parenthèse. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Pour moi, est en train de se fermer la parenthèse moderne, en effet. Et s'ouvrir ce que faute de mieux, certains parmi nous, et moi en particulier, appelons la postmodernité. Je dis bien faute de mieux. Je rappelle pour mémoire que c'est en 1848 qu'apparaît pour la première fois le mot modernité sous la plume de Baudelaire. Avant, on disait post-médiévalité. Et nous sommes exactement dans une situation de cet ordre. On ne peut pas dire, nommer le moins faux possible ce qui est en gestation, mais on peut dire tout simplement c'est ce qui est en train simplement de prendre la suite de la grande valeur moderne. Alors la modernité, donc en 2 temps, quels sont les principes de la modernité? Et je dirais rapidement, et vous verrez en quoi cela peut vous convaincre, ou en tout cas satisfaire votre interrogation par rapport au thème d'aujourd'hui, quels sont les principes? Un principe organisateur, générateur, directeur. Là encore, j'aime les étymologies. Principe, c'est principium, le fondement. Principe, c'est princeps, le prince, c'est-à-dire ce qui fait autorité, ce qui gère quelque chose. Alors les principes de la modernité, je vous prie de m'en excuser, j'ai bien dit que je me répétais, c'est cette idée d'épistémologie, d'individualisme épistémologique. J'insiste bien, individualisme épistémologique, c'est-à-dire quelque chose qui va se répandre, va justement être le principe, le squelette, ce à partir de quoi vont se constituer les diverses institutions modernes. Michel Foucault l'a bien montré. Au XIXe siècle, il y avait ce squelette de l'individu
le pivot, il emploie l'un et l'autre, à partir duquel s'élaborent les diverses institutions, que ce soit de la santé, les institutions de prison, les institutions familiales et tout à l'avenant. Et c'est cet individualisme épistémologique qui, qu'on le veuille ou non, on n'y prête pas attention. Moi, me paraît d'importance. Alors les 3 points de cet individualisme, c'est le fameux, c'est Descartes, cogito ergo sum. On oublie l'entièreté de la formule. Moi, je la rappelle toujours parce qu'elle me paraît important. Cogito ergo sum in arcem meum. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. À peu près à la même époque, Luther, la Bible est traduite en langue profane, il n'y a pas nécessité d'un clergé qui interprète la Bible, tout un chacun peut avoir accès à son Dieu. Et 3e moment, l'individualisme politique, c'est la philosophie des Lumières. Parmi, moi je cite toujours Jean-Jacques Rousseau, l'Émile et le contrat social. Et dans ce roman d'éducation qu'est l'Émile, tirer ce petit enfant de l'animalité pour l'amener à l'humanité, tirer ce petit enfant de la barbarie pour qu'il devienne civilisé, le dernier mot c'est que si le processus d'éducation est réussi, eh bien cet individu devient un individu autonome. Là encore, le terme grec est significatif, autonomos, je suis ma propre loi. Et que c'est à partir de là, contrat social, quand je suis capable de faire ma propre histoire, que je peux contracter avec d'autres individus faisant leur propre histoire pour faire le fameux contrat social. Voilà ce qu'est, si vous voulez, ce qui va constituer fondamentalement cet individu. Individu, je le rappelle très simplement, c'est ce qui est indivisible. Le processus éducatif étant réussi, l'inscription sociale se réalisant, l'individu a une identité sexuelle, professionnelle, idéologique. Et de ce point de vue, la conséquence de cet individualisme, voilà, je dirais, le trépied à partir duquel vont s'élaborer les diverses institutions modernes, c'est l'autonomie, l'immanence et quelque chose qui, de mon point de vue, est en train d'être dépassé, même si la bien-pensance le refuse, les droits. Droits de ceci, droits de cela, qui sont la suite de ce qu'était dans l'Aufklärung, dans les Lumières, les droits de l'homme. Voilà un peu ce trépied, si vous voulez, qui a constitué la modernité, et à cela s'oppose, et pour moi c'était cela la postmodernité, la notion de personne. Individualisme, personne. Et vous connaissez l'étymologie, le mot personne, ça veut dire masque, persona. Voilà. Et donc peut-être en avez-vous déjà parlé ce matin, mais je crois que le propre du masque, ce qui est alternatif par rapport justement à l'individu indivisible, c'est la formule, il faut écouter les poètes qui d'une certaine manière anticipent nos théories, c'est Rimbaud, je est un autre. Et dans ce jeu est un autre rimbaldien, on a effectivement l'utilisation de masques multiples que j'ai à mes dispositions. Et que suivant les moments, j'aurai une vêture spécifique. Un masque que je vais revêtir, je dis bien en fonction, si on reprend la métaphore que j'ai proposée, en fonction des tribus à laquelle je vais participer. Je dis bien virevoltage de tribus par rapport à la différence des ethnologues pour lequel on est d'une tribu. Là, je pense que ce qui est la caractéristique de la postmodernité, c'est qu'on va participer à des tribus. Quand j'avais proposé l'image de la tribu, c'était en rappelant que dans les jungles stricto sensu, la tribu avait une fonction très précise, lutter contre l'adversité animalière, d'autres tribus, végétales, etc. Et que dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles contemporaines, la tribu a la même fonction, serrer les coudes, pour dire en bref. Et que dans le fond, pour moi, la tribu actuellement, c'est le partage d'un goût sexuel, musical, religieux, sportif, peu importe en la matière. Et donc, dans le fond, en fonction de ces tribus, je vais revêtir des masques divers. Voilà un peu ce qui était l'hypothèse que j'ai dit au début de ma carrière. Cette théâtralité, elle reposait là-dessus, sur quelque chose qu'il est difficile d'admettre, en tout cas dans la bien-pensance contemporaine. Ce n'est plus l'autonomie qui va prévaloir d'un individu ayant la force que j'ai dit, mais l'hétéronomie. La loi, c'est l'autre qui me la donne. Je n'existe que par et sous le regard de l'autre, et on peut décliner à l'infini. Et Gilbert Durand, justement, avait développé des idées de cet ordre-là, même s'il n'emploie pas le mot, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'hétéronomie. Non plus dès lors une immanence simple, mais moi, ce que j'ai proposé d'appeler une transcendance immanente. Dans la tradition catholique, le mystère de l'incarnation, qui me paraît être un des plus beaux mystères, si vous voulez, de la catholicité. C'est-à-dire, en quelque sorte, comment le divin va s'incarner. Et là encore, va prendre corps, dans le sens simple du terme.
Et de mon point de vue, la théâtralité, c'est cette incarnation dans le récent terme. Pas simplement quelque chose qui est ouranien, mais mon petit Dieu chéri, Dionysos, un Dieu chtonien, dit-on, chtonos, autochtone, de cette terre-ci, un Dieu de l'incarnation. Dès lors, et ce que je dis est difficile à dire, mais je ne peux pas ne pas le dire, et en tout cas, c'est ce que je développe encore et que je vais développer un peu plus, on n'est plus dans l'ordre du droit, mais dans l'ordre du devoir. Je vous renvoie, si vous voulez, à une première page de ce très beau livre de Simone Weil qui s'appelle L'enracinement, où elle parle des obligations. Comment, en quelque sorte, les droits ne viennent qu'après les obligations. Et je dirais que le propre même du masque de la personne, l'individu a des droits, la personne a des devoirs. Et pour moi, c'est ça le vrai changement qui est en jeu. C'est quelque chose qui est un peu simple, ce que je dis, hein. C'est-à-dire, dans le fond, la postmodernité ne fait que reprendre à un certain niveau, ce que j'appelle, moi, le devenir spiralesque du monde, des éléments de la pré-modernité. Je dis bien spirale. Ce n'est pas la flèche du temps hegelienne, ce n'est pas le cercle nietzschéen, mon image, c'est celle de la spirale, hein, c'est-à-dire l'enracinement dynamique. Comment, à partir de ces racines, il y a un processus d'évolution. Ce n'est plus le progressisme, mais ce que certains, et moi je suis de cela, reprennent à leur compte la philosophie progressive. Hein, et la progressivité n'est pas le simple progressisme bené et destructeur que l'on connaît encore aujourd'hui. Alors voilà un peu, si vous voulez, encore une fois, moi, ce qui était mon propos initial. C'est ça la théâtralité. Si je le dis brièvement, le glissement de l'individu un avec une identité à la personne plurielle avec des identifications multiples. Non plus ou, mais et. C'est ça la logique contradictorielle, une logique de conjonction. Et dans le fond, la persona avait cette fonction-là. Je peux être ici même, à l'instant, un professeur bon chic, bon genre, avec une vêture spécifique, et ce soir traîner dans les boîtes malfamées de la ville avec une autre vêture spécifique. Et donc un autre masque qui serait là à ma disposition. Et c'est ce glissement, en quelque sorte, qui, pour moi, caractérise la théâtralité postmoderne. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce qui est en jeu actuellement et ce qui est en effet l'objet de ce petit pamphlet? Je rappelle une phrase de Marx qui m'a toujours frappé, rappelant que les grands événements, dit-il, se répètent, et vous connaissez la phrase, mais je la redis, toujours deux fois. Soit, toujours, premièrement, sous une forme dramatique ou tragique, il fait une confusion entre les deux, la deuxième fois comme farce. Et pour moi, c'est la farce actuellement de la théâtralité. C'est ça la théâtralisation. Mais encore une fois, un moment intermédiaire, mais qui est une farce. Et c'est là où je dis que la théâtralité devient théâtralisation. Je m'appuie pour ce faire sur un mot que propose Platon dans La République, théâtrocratie. Il montre que quand il y a justement une dégénérescence de la cité, quand le lien social tente à se détendre en quelque sorte, il y a la théâtrocratie. Et alors Platon le dit, hein, si ça vous amuse, c'est dans La République, au paragraphe 555, vous pouvez aller vérifier, c'est très beau d'abord l'analyse qu'il donne de cette théâtrocratie, mais pour le dire en des termes plus contemporains, deux de mes chers amis, Guy-Ernest Debord, parlaient de la société du spectacle. Jean Baudrillard parlait du simulacre. Dans le fond, ce n'est que reprendre, d'une certaine manière, cette théâtrocratie. Et donc, dans le fond, moi, je pense que la caste actuelle au pouvoir en dégénérescence, pressentant que sa fin est arrivée, eh bien, va instrumentaliser la théâtralité en théâtralisation, en théâtrocratie. Je dis bien instrumentalisation. C'est-à-dire, et mon hypothèse, et peut-être ça correspond d'une certaine manière à votre interrogation, je dis le masque devient une muselière. Le masque pour moi a sa noblesse, la muselière ne l'a pas. Et donc dans le fond, chaque fois que vous voyez le mot masque ici, masque obligatoire, pensez à muselière, et vous verrez le glissement qui est en jeu, et il suffit, si vous voulez, de le repérer pour s'en rendre compte. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que à la fois cette muselière et les fameux gestes barrières nient ou dénient ce qui est le fondement de toute société, c'est-à-dire l'être ensemble. C'est un peu bécassou ce que je dis, hein. Être ensemble, dans le sens simple du terme. Et que la société repose fondamentalement sur cet être ensemble. Et que dans le fond, la négation de cet être ensemble se fait au travers de cette instrumentalisation
Très simplement, d'ailleurs, la stratégie de la peur. Une société qui ne sait pas vivre la mort, la finitude, n'est plus digne de vivre. De même, un individu qui a peur de la mort ne sait pas vivre. Voilà. Et d'une certaine manière, la stratégie de la peur repose là-dessus. C'est-à-dire, le pervertit une évolution inéluctable. J'insiste là-dessus. Pour moi, il y a cette évolution qui était le passage de la modernité enfermée dans la forteresse de son esprit à quelque chose d'autre de la postmodernité, si je le dis d'une manière triviale, quand ces jeunes générations disent « je m'éclate ». Dans ce « je m'éclate », c'est la forteresse de l'esprit qui, une fois s'éclate, et qui fait que, encore une fois, je n'existe que par et sous le regard de l'autre. Et que c'est ça la perversion contemporaine. On s'emploie à pervertir une évolution, une mutation épocale, telle que je le disais il y a un instant. C'est, dans le fond, le passage de négotisme à ce « je est un autre ». On pervertit ce passage-là. Hein. Encore une fois, j'insiste sur cette mutation. Alors, en bref, et cela est compréhensible, d'un point de vue sémantique, permettez-moi de faire cette précision. Il y a donc des époques. C'est difficile à dire là, combien de temps ça dure, justement. Moi, je me souviens des débats avec Durand et d'autres philosophes, économistes ou historiens, c'est entre 3 et 4 siècles. En effet, l'époque moderne commence avec le XVIIe, s'achève à la moitié du XXe. Et entre les époques, il y a des périodes. Les périodes, c'est quelques décennies. Et ce que nous vivons actuellement, la théâtralisation, c'est une période. Et les périodes sont toujours des périodes crépusculaires, où domine dans le fond le balbutiement. On balbutie. On ne sait pas très bien. On pressent ce qu'on est en train de quitter. On ne sait pas véritablement dire quelque chose de ce qui est en train de naître. Il est impossible de dire cela en termes conceptuels, qu'on sait pire, c'est-à-dire enfermés, mais on peut avoir des allégories, des métaphores, des analogies ou autres notions. Voilà un peu, voilà pour moi ce qui est en train de se passer. Mais dans le fond, dans ces périodes crépusculaires, si je me suis bien fait comprendre, la théâtralité est devenue théâtralisation au moyen de cette stratégie de la peur que je viens d'expliquer et que nous voyons, je dirais, la pseudo-pandémie, l'hallucination collective, la psychopandémie qui est en jeu actuellement, ne fait que traduire ce glissement que je viens d'indiquer. Alors, troisième temps, pourquoi cela? Comment sortir de là? Là, je rappelle, en réfléchissant justement à ce passage du masque et à la muselière, je pensais à ce livre classique et très beau d'ailleurs, qu'il faut lire, c'est un classique qu'il faut avoir sur son cou, dans sa bibliothèque, La servitude volontaire de la Boétie. Et la servitude volontaire, eh bien, dit deux choses. D'une part, il y a en effet cette servitude, protection, soumission. Je te protège, tu te soumets. Voilà ce qui est le fil rouge, en quelque sorte, de son développement. Et il suffit de voir comment cela peut s'appliquer contemporainement. Hein. Je te protège, tu te soumets. Il y a ça. Mais le deuxième temps, et moi pour ma part j'en avais fait déjà usage de manière fort ancienne dans mes premiers travaux, c'est qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la ruse. La théâtralité repose sur la ruse. L'idée de ruse, dans le sens simple du terme, met en jeu une duplicité. Qu'est-ce que ça veut dire la duplicité? Je suis duple et double. Et on revient dès lors à l'idée de masque. C'est-à-dire qu'au-delà de la muselière, au-delà de la servitude volontaire, eh bien, il y a quelque chose de cet ordre, si vous voulez. Apparemment, il y a une apparente soumission d'un peuple qui est abusé, d'un peuple qui est désabusé. C'est vrai. Et en même temps, il y a quelque chose, et c'est là mon hypothèse, je dis bien hypothèse, hein. Peut-être que je me trompe, c'est pas tout à fait impossible, j'espère ne pas me tromper, qu'il y ait des soulèvements en germe. Quelque chose qui serait l'expression, dans le fond, de cette duplicité. Pourquoi je dis cela? Là encore, comme cela, une image qui m'est chère et que j'emprunte à Georg Simmel, qui repérait quelque chose de très beau. Il disait, il faut toujours saisir quel est le roi clandestin de l'époque. Il y a un roi qui gère, apparemment, qui est là,
une institution, la bureaucratie, la technobureaucratie, et nous en voyons toutes les arcanes. Et en même temps, dans les périodes que j'ai dites, ces moments intermédiaires, il y a un roi clandestin. Le Portugal, c'est le 5e empire. C'est-à-dire, encore une fois, l'attente de cet empereur qui va revenir de diverses manières et qui va triompher. Voilà mon hypothèse des soulèvements. C'est-à-dire, pourquoi je dis cela? C'est parce que, justement, l'ère du temps n'est plus simplement à la soumission. Et qu'il y a d'une manière, une multiplicité de soulèvements qu'il convient de prendre comme étant, dans le sens simple du terme, des indices, indice, c'est ce qui pointe, ce qui souligne quelque chose. Et si vous le voulez, je ne vais pas le faire maintenant, mais on peut avoir des quantités d'exemples de ces multiples soulèvements que le mainstream, dont les mainstream ne parlent pas. C'est très intéressant de voir que c'est sur les réseaux sociaux qu'il faut actuellement repérer en quelque sorte la multiplicité de ces micro-soulèvements, insurrections, révoltes de tous ordres, qui moi me paraissent importants et qui répondent, si je reprends ici à une expression qui m'est chère, du philosophe Ortega y Gasset, qui répondent à ce que Ortega appelle un impératif catégorique. Vous vous souvenez de l'idée d'impératif, c'est qu'ancien, il avait une formation qui était une formation allemande, Ortega y Gasset, et quand il dit impératif, il reprend l'idée de l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant, mais en disant, c'est beaucoup plus amusant et non moins intéressant, impératif atmosphérique. On est tributaire en quelque sorte de cet esprit du temps qui, de mon point de vue, renvoie encore une fois à ce désabusement qu'il y a par rapport aux élites, et je considère qu'il y a une circulation des élites en gestation et dès lors une attitude véritablement contre ces élites en déshérence. Pourquoi cet impératif? Je vais vous le dire au travers de deux mots qui me sont chers. Ce qui a été la grande marque de la modernité, j'emprunte cette idée aux historiens de l'art allemand de la fin du XIXe siècle, qui faisaient la différence entre les périodes classiques et les périodes baroques. Les périodes classiques, et de mon point de vue, la modernité, les temps modernes, rentrent dans cette catégorisation, reposent sur l'idée d'optique. Optique, c'est la mise à distance de l'autre, la mise à distance en général. Quelque chose qui va réduire l'art à un minimum d'élaboration. Alors que les périodes baroques, et pour moi la postmodernité est une forme de baroquisation, ce qui est en jeu c'est une conception haptique, avec un H, aptos. Aptos en grec c'est le tactile, la tactilité. Et voilà pour moi ce qu'est cet impératif catégorique, si vous voulez, un impératif atmosphérique, c'est-à-dire non plus simplement la mise à distance de l'autre, masque, muselière, geste barrière et tout à l'avenant, mais au contraire le désir de toucher, dans le sens simple du terme. Et ça, la tactilité me paraît être un des éléments primordiaux. Là, j'oserais dire presque d'un point de vue sociologique, mais il suffit de traîner dans la rue pour se rendre compte qu'il y a cette idée d'aptique, de tactilité, pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et pour moi, c'est la conséquence logique de mon propos du tribalisme. Je le dirai d'une manière plus soutenue au travers d'une phrase, d'une expression de Heidegger. On est en train de passer de l'ère du je à l'ère du nous. Et donc c'est cette idée d'ambiance, le Stimmung heideggerien. Vous voyez, pas une catégorisation psychologique, mais au contraire le fait qu'on est pris dans une ambiance générale et que l'on n'est plus maître de soi. Il y a dans l'aptique quelque chose qui n'est plus du tout de l'ordre de la liberté, bien sûr, je le regrette, mais je suis obligé de le dire. Quelque chose qui est de l'ordre, dans le fond, de l'idéal communautaire. Pour moi, c'est ça le tribalisme. Et c'est ça le nous, fondamentalement. Je dis bien, pour le meilleur et pour le pire. On voit du pire et on n'ose pas voir le meilleur. Solidarité, générosité, entraide et autres mots archaïques du même ordre, si vous voulez, dans le sens étymologique du terme, qui sur les réseaux sociaux sont en train de renaître, et de mon point de vue, c'est cela. En bref, non plus cet homo faber, c'est même plus le zoon politikon, et les abstentions sont là pour le prouver dans toutes les élections, mais ce que j'ai proposé d'appeler, moi, un homo eroticus. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui nous ferait rentrer, si je reprends là encore une expression de Gilbert Durand, dans le régime nocturne de l'imaginaire. Or, l'image que donne Durand,
à l'opposé du régime diurne de l'imaginaire, qui repose sur des objets contondants, hein, le glaive, le soc de la charrue, le phallus dressé. Hein, l'image que donne Durand, c'est celle de la coupe qui reçoit. Moi, je l'ai traduit d'un terme qui n'est pas forcément très heureux, en parlant de l'invagination du sens. Et cette invagination du sens, c'est-à-dire en quelque sorte, le sens ne se projette plus, n'est plus simplement spermatique, c'est plus le projectum, mais au contraire quelque chose qui fait qu'il y a ce que j'ai appelé cette ère du nous, communion. Après, peut-être même une forme de communion des saints, quelque chose qui renverrait, au-delà de la prévalence de la lumière, du solaire apollinien, celle des Lumières, le masque serait dès lors une théophanie du lunaire, une sorte d'apothéose de la nuit, c'est-à-dire le luxe nocturne, pour moi, de la fantaisie. Peut-être d'ailleurs est-ce cela, hein, c'est ce que qui est indiqué dans votre programme, cette dementia tremens, hein, c'est-à-dire dans le fond une espèce de petite folie à partir de ce côté tremblant qu'est l'existence. Le côté tremblant, si je me suis bien fait comprendre, c'est que justement, c'est pas ou, mais qu'il y a des coïncidentia, une conjonction de choses diverses. Voilà, si vous voulez, ce que je pouvais vous dire, et en termes, sinon de conclusion, ou du moins d'ouverture, si mon propos n'était pas totalement infondé, théâtralité, théâtralisation, duplicité. Hein, voilà les trois mots clés, en quelque sorte, de mon propos. Une distinction qui, pour moi, est importante et qui est un peu un des fils rouges de tout mon travail, distinction de deux mots que l'on confond très souvent l'un et l'autre, le drame et le tragique. Drao en grec, et le drame, c'est ceux qui trouvent une solution, une résolution. Là encore, citons Marx, qui était pour moi le grand prototype de la modernité, même s'il est complètement dépassé de mon point de vue actuellement. Chaque société ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Voilà le drame. Et donc, dans le fond, la modernité reposait sur cette idée dramatique. On va dépasser. Et de nos jours, dans la théâtralisation, la muselière, c'est dans le fond cette angoisse, dépasser le dysfonctionnement, dépasser la finitude, dépasser la maladie, en fébum. Ce dépassement qui est le grand concept hegelien et qui par après va se répandre dans les diverses interprétations socialisantes ou sociales ou sociologiques, d'ailleurs qui ont dominé tout au long du XXe siècle. C'est la belle image, dans le fond, on n'a pas à cracher dans la soupe, hein, c'est la belle image d'Apollon, hein, ce dieu ouranien de diverses manières. C'est la muselière, hein, la muselière qui est l'expression simple du dépassement, hein, d'éviter tout cet ordre essentiel et anthropologique qu'est la finitude. Hein. Et alors que ce qu'est pour moi la postmodernité et la pré-modernité, c'est le tragique. Le drame, encore une fois, repose sur la solution, la résolution. Tragos, le tragique, c'est justement ce qui est aporique. C'est intéressant l'aporie. On a le mot en français, aporie. Aporein en grec, c'est sans solution. Et le mot d'ailleurs, j'ai vérifié, l'aporie aussi en grec, d'une manière beaucoup plus triviale, c'est un col qui est difficile à passer, vous voyez, que l'on n'atteint qu'avec difficulté. Et mon hypothèse, moi je l'ai développée de diverses manières, j'ai même consacré un livre là-dessus, eh bien, c'est qu'on est au-delà, encore une fois, du drame de la société officielle, avec sa muselière. Le propre de la société officieuse repose sur cette acceptation du tragique, c'est-à-dire dans le fond l'acceptation de la mort, et avec le problème qui est toujours très simple, la mort quand on accepte la finitude, et c'est ça pour moi la vraie masse, c'est-à-dire dans le fond ritualiser. Et la ritualisation n'est pas autre chose. C'est Dionysos, bien sûr. C'est Dionysos, parce que pour Dionysos, le masque est l'expression essentielle de l'être dans le sens fort du terme, qui va engager chaque étant individuel à être ce qu'il doit être. Voilà la différence du passage du droit à l'obligation. En bref, le propre du masque, à l'opposé de la muselière, c'est de savoir jouer avec la finitude. Voilà. Merci, professeur.